dos, tres, cuatro, clap. Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet Una Casa para la Vida, qui a été la construction participative d'une maison de santé en bambou et en terre crue à Medellín, en Colombie. Donc moi je m'appelle Cécile Lervoire, je suis architecte et je suis une des fondatrices de l'association Batipod, qui a conçu et construit avec les habitants le projet que vous voyez. Alors Batipod, c'est une association d'architecture qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants par l'architecture, voire l'urbanisme ou le paysage. Enfin voilà, ça regroupe pas mal de choses et qui travaille à la fois en France et à l'étranger. La Colombie, c'est un pays qui est en Amérique latine. Medellín, c'est un peu la capitale économique du pays et la capitale administrative, c'est Bogota. Medellín, c'est une ville qui est dans la vallée du Rio de Medellín et qui a pour un peu histoire d'être... disons que la Colombie, c'est un pays qui était en guerre jusqu'à très récemment, qui est d'ailleurs toujours en guerre dans certaines régions du conflit. Et en fait, l'urbanisme de Medellín est assez contrôlé et planifié dans la vallée et est complètement informel et autoconstruit dans les hauteurs de Medellín. Ça, c'est un peu l'arrivée des populations expulsées de leurs terres, donc souvent des habitants, des paysans des zones rurales de Colombie, qui sont venus à Medellín ou dans d'autres villes et qui ont construit leurs maisons dans des quartiers informels. Donc souvent, c'est des zones très en pente, où les constructions se sont faites au fur et à mesure. Il y a très peu d'équipements publics. Et voilà, c'est des conditions de vie quand même assez difficiles d'accessibilité et de conditions de vie. Nous, dans ce projet-là, je vous montre quand même une petite vue qu'on a de... Voilà, ça c'est un peu la vue qu'on a du quartier et donc on voit toute la vallée de Medellín en dessous. Et donc le quartier où on s'est implanté, en fait, on a eu ce sont les habitants du quartier qui avaient la volonté de construire un centre de santé pour la population, pour les habitants. Ces habitants, ils habitent dans le quartier de Bello Oriente, qui est donc bien dans les hauteurs de Medellín, et c'est peuplé d'environ 11 000 personnes. Et c'est un quartier qui a la particularité d'être très bien organisé, autogéré par des différentes associations du quartier. C'est beaucoup les femmes aussi qui gèrent le quartier via les associations, etc. Il y a des potagers collectifs, il y a beaucoup d'associations qui font des projets très différents dans le quartier. C'est un quartier, on va dire, voilà, très autogéré, où les gens améliorent leurs conditions de vie par l'autogestion et le fait d'essayer de vivre de manière communautaire entre eux. Et le projet, il a été présenté à Batipod parce qu'on a une amie qui habite en Colombie et qui, dans le cadre de sa thèse, a fait des recherches dans différents quartiers informels de Medellín, dont celui-là. Et elle nous a parlé de la volonté donc, des habitants de construire ce centre de santé. Et elle nous a dit que c'était quand même un quartier beaucoup plus construit, autogéré que d'autres. Et au fil des échanges, on a mis en place le projet de la Casa para la Vida. Ici, on voit le site où s'implante le projet, avec un peu le quartier, comment il est, et quelques ouvriers. Tac. C'est un peu long, Ça bouge pas. C'est bon. Ah bah ça par exemple c'est nous trois qui étions c'est les organisatrices principales pendant le chantier. Là on est dans la petite cuisine où on était logés. Il faut savoir que nous en tant qu'Européens qui avons l'habitude d'un confort, c'était assez difficile d'arriver là-bas. Il n'y avait pas d'eau chaude. On était de manière très c'était très promiscu. On était très proches les uns des autres. Il a plu pendant longtemps dans le bâtiment aussi, donc il y avait des seaux partout pour endiguer la pluie. Donc voilà, c'était pas si simple non plus d'arriver et de vivre dans ce type de quartier. Et donc je vous parlais de la construction du projet où ça venait des habitants. Et donc pendant toute une partie, donc notre amie Victorine qui est là-bas et qui fait aussi partie de l'association, faisait des ateliers de co-conception du projet. Et il y a eu donc plusieurs ateliers et au fur et à mesure des choses,
on a fini par rentrer d'accord sur un programme et un plan de l'espace. L'idée de base, c'est de faire venir des professionnels de la santé via l'université et peut-être l'État dans le futur, mais en tout cas dans l'immédiat via l'université de Medellín. Et donc le but de ce projet, c'était de faire à la fois une salle de consultation pour accueillir les professionnels de santé et de faire aussi à côté une salle communautaire parce que là-bas, la santé, elle est vue pas uniquement comme la santé physique, mais c'est lié aussi à la santé mentale. Ils ont toute une tradition qui vient des natifs du pays, etc., sur cette question-là. Et donc le but, c'était de faire une salle communautaire voilà, qui est pleine de vie, où il y a des activités liées au sport, au bien-être, à la parole, à l'art. Et voilà, et donc un lieu plus vivant, un peu différent, accolé à une cuisine pour pouvoir aussi faire des repas, parce que la question de la faim est importante aussi dans le quartier. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la santé de tous quand on arrête d'avoir faim. Le but aussi du projet, c'était de faire un jardin médicinal sur la rue, avec un espace un peu ouvert qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur du projet. Et ce jardin médicinal, en fait, c'est un jardin d'entrée déjà, et il fait le lien entre la rue et le potager au-dessus. Donc c'est un peu un espace qui permet de créer un lien entre l'espace arrière et l'espace avant du bâtiment. On a fait une petite image du projet avant de partir. Et l'idée, c'était vraiment de construire avec des matériaux locaux et naturels, parce que la construction, la qualité d'habitabilité d'un lieu, c'est aussi lié aux matériaux. Il y a beaucoup de théories sur comment on se sent en fonction de si on est dans un bâtiment en bois, en pierre, en béton, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus qui montrent que, en fonction du matériau dans lequel on vit, notre santé mentale et physique peut évoluer. Et donc, nous, on est parti très très vite sur un projet avec une structure en bambou, pour plusieurs raisons. Dans la présentation, je vais beaucoup parler de la guadua, et qui est une espèce de bambou. Donc, quand je dirais guadua ou bambou, voilà. La guadua, c'est une espèce de bambou qui est endémique de Colombie, et qui a la particularité d'être c'est un bambou géant avec un diamètre très élevé, d'en moyenne 15 cm de diamètre. Et c'est un matériau qui est beaucoup utilisé dans la construction en Colombie, dans certaines régions où il est là. Et le bambou, il a plusieurs particularités. C'est qu'on dit du bambou que c'est l'acier végétal, on dit que la masse volumique, il y a des tests, la masse volumique du bambou par rapport à sa résistance est parfois plus élevée que le béton, le bois. Donc en fait, c'est un matériau qui est quand même très, très important pour la construction. Il a la faculté d'être élastique, à la fois solide mais élastique, donc il résiste beaucoup aux ouragans, aux tremblements de terre et ce type de choses, parce qu'il accepte le mouvement en fait. Il accepte le mouvement et se replace ensuite comme il se doit. C'est aussi un matériau qui est mature au bout de 5 ans, alors qu'en moyenne pour le bois c'est 20 ans minimum avant d'être mature et de pouvoir l'utiliser dans la construction. Mais comme toute construction écologique, il faut bien construire avec des bonnes méthodes pour pas que ça s'effondre assez vite. Et nous, par exemple, on a immunisé les 300 bambous qu'on a achetés du Quindío, une région en dessous de Medellín, la région du café. On les a immunisés en injectant à l'intérieur du bambou un fongicide et insecticide pour pas que les termites, les champignons abîment le bambou derrière. Est-ce que ça... Ah oui, voilà, mince. Je vais revenir à ça. Alors, il y a un principe de base, un peu dans la construction écologique, on dit qu'il faut des bonnes bottes et un beau chapeau. C'est-à-dire qu'il faut que les matériaux écologiques qu'on utilise ils soient surélevés par rapport à la terre, pour pas qu'il y ait de remontée d'eau par capillarité qui pourrissent ensuite les poteaux, le bas du mur, etc. Et pareil, un beau chapeau pour protéger les façades de la pluie. En France, typiquement, il faut beaucoup protéger les façades ouest, parce que c'est les vents dominants, c'est souvent de là que vient la pluie. Donc c'est souvent une façade qu'il faut bien protéger. Donc après, voilà, la structure en bambou qui s'ajoute. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, on a décidé d'utiliser le bambou. Il s'est avéré que ça nous a coûté assez peu cher, le bambou. On en a eu pour 600 € pour 300 bambous dont le transport. Donc en fait, le coût de la construction était assez minime par rapport au coût du bambou en Colombie.
Et ensuite, l'idée, c'était de remplir avec, de la terre crue les murs de l'édifice. Pour tout ça, donc quand le projet a été accepté avec les habitants, avec nous, c'est nous-mêmes, l'association Bâtipod, qui avons cherché des financements. Donc on a fait une petite vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Et on a réussi, après notre campagne de financement, à récolter 17 847 €, ce qui est assez conséquent, dont des entreprises, des associations. On a fait une campagne sur GoFundMe, on a fait des événements aussi. Et on a quand même, il y a aussi des Belges qui font partie de l'association Bâtipod, et donc on a cherché des financements aussi en Belgique, et je suis pas sûre que si ça avait été que la France, on aurait récolté autant de fonds. Enfin, ils étaient finalement assez généreux, les Belges aussi, bon les Français aussi, mais quand même proportionnellement, je pense qu'ils ont donné plus. Enfin, c'est assez important de voir ça, parce que finalement, je sais pas si franco-français, on aurait réussi à aller aussi loin, quoi. À l'issue de tous les financements qu'on a récupérés, on a tout de suite envoyé une étude de sol pour voir quel type de sol c'était, quelle fondation il fallait. Donc ils ont fait trois carottages à 3 points différents du site pour voir la texture du site. Il s'est avéré que c'est une terre très argileuse, brune, et on a eu des préconisations de fondation de 2 mètres de profondeur et de 2 mètres de profondeur. Et on a aussi eu, grâce à ça, le fait que la terre était plutôt bien pour la construction. La terre argileuse, en fait, c'est bien pour la construction, donc ça confirmait le fait qu'on puisse faire un remplissage en terre crue. Voilà, donc le chantier, il s'est organisé à la fin. En fait, il y avait un système assez simple, assez complexe, de beaucoup de personnes différentes. En fait, donc il y avait nous 3 que vous avez vus en amont sur les images, qui étions un peu les organisatrices du chantier, plus Victorine aussi, qui était déjà en Colombie et qui nous a pas mal aidé sur des choses, mais qui était moins là sur le chantier. Et nous, on gérait à la fois les travailleurs. Il y avait à chaque fois un travailleur spécialisé, donc il y a eu un maçon, il y a eu des guaduaderos, comme on appelle là-bas, donc des constructeurs bambou. Il y a eu un couvreur, et voilà, donc à chaque fois il y avait un ouvrier spécialisé qui était aidé d'un assistant. L'assistant, c'était toujours le même, c'était un jeune du quartier qui n'avait pas de travail, qui ne savait pas trop quoi faire et tout, mais qui était hyper investi là-dedans, donc on l'a pris et c'était à chaque fois l'assistant de la personne spécialisée. En plus de ça, on avait un ouvrier assez général sur la construction qui nous aidait à tout. C'était un peu le couteau suisse. Il savait un peu tout faire et il gérait il gérait un peu avec les bénévoles aussi et nous. Et voilà, ça c'était en gros les personnes payées sur le chantier. Et à côté de ces personnes payées sur le chantier, il y avait aussi des bénévoles. Donc la semaine, il y avait surtout des bénévoles, européens ou d'Amérique latine ou colombiens. Souvent les Colombiens ils venaient plutôt à la journée, alors que les bénévoles étrangers venaient plutôt à la semaine ou 2 semaines. Et donc voilà, donc là vous avez un peu les images d'un groupe de bénévoles et des jeunes du quartier qui venaient nous aider assez régulièrement à la journée, à l'heure, etc. Et en plus de ça, on avait tous les week-ends, une journée par week-end, il y avait une association du quartier qui venait nous aider sur des tâches prédéfinies et qu'on avait vues avec eux. Et ça, c'était assez incroyable parce qu'en fait, ils nous ont aidés sur plein de sujets différents. Et là, on les voit par exemple nettoyer et immuniser la gouadoie. Et en fait, souvent, ils arrivaient hyper nombreux. Et comme c'était assez bien, on avait organisé en amont ce qu'il fallait faire. Et donc là, ils arrivaient à 10, 20 ou 30. Et en une journée, on avançait de manière exponentielle. Et c'était hyper agréable. Et voilà, des comptes vitaux ou ateliers participatifs, ça veut dire aussi un bon repas un bon repas dans la journée. Parce que évidemment, les gens ils viennent le matin pour nous aider et ils s'attendent à ce qu'il y ait une compensation. Donc la compensation, c'est le repas, on est tous ensemble et tout. Et ça a été hyper intéressant de discuter entre tout le monde, entre les bénévoles étrangers, les bénévoles du quartier, et un peu tout le monde. Donc c'était nos petits trucs. Voilà, les habitants ont voulu faire aussi une messe pour bénir le lieu pendant sa construction. Donc là, vous avez une petite image. Et donc voilà, et après, je vais parler un peu de la partie plus constructive et de pourquoi on a utilisé ces matériaux, comment on les a utilisés, etc.
Donc déjà, on est arrivé et il a fallu terrasser le terrain. Là, typiquement, on s'en est pas rendu compte au début, mais finalement, pour les habitants, c'était assez étonnant. Enfin, nous, en tant qu'Européens, ça nous paraît normal de ramener une pelleteuse pour aplanir un terrain au début. Mais en fait, là-bas, ils font jamais ça, ils font tout à la main et tout. Donc, c'était un peu le truc du quartier. Mais qu'est-ce qu'ils font là mais pourquoi ils utilisent une machine? Mais c'est qu'il y a énormément d'argent dans ce projet, machin chose. Il y a la mafia du quartier qui a voulu nous prendre de l'argent. Finalement, heureusement qu'on était accueillis par la bonne personne qui a négocié et tout, mais c'était un peu, c'était un moment assez chaud du truc. Donc il y avait la mafia du quartier qui était là, ils étaient en train de fumer leurs gros joints et qui regardaient. Et nous, en plus, on était là, des jeunes, ah mais venez nous aider et tout. On était complètement, on se rendait pas trop compte. Ah mais venez nous aider, machin, chose truc. Et au fur et à mesure, on a compris. Et finalement, on n'a pas été taxés par eux. Je pense qu'ils étaient assez impressionnés que ce soit aussi des femmes qui organisent le chantier. Ils ne savaient pas trop comment discuter avec nous, ils étaient un peu perdus et tout. Et bon, voilà, au fur et à mesure, tout s'est bien passé. Mais donc, on a terrassé le terrain. Je vous remets une petite image du... Donc ça, c'est le terrain avant. Ça, c'est le terrain après. Voilà. Et le même terrain. Et en fait, un peu avant le terrassement, mais on s'est rendu compte qu'on avait un gros problème entre l'esquisse et le projet, c'est qu'on n'avait pas du tout les bons dénivelés. Ça n'a pas été calculé par des géomètres, le dénivelé. Et donc, en fait, on avait 2 mètres de différence entre les deux. En fait, vous le voyez sur le côté, là, la rue, elle arrive ici. Et en fait, ici, la rue, elle arrive là. Et donc, on a créé un mur de soutènement en plus sur la rue en bambou pour compenser ce dénivelé. Et donc voilà, donc on avait beaucoup de bambou et tout, donc c'est pour ça qu'on a choisi un mur de soutènement en bambou. Et il y avait une deuxième raison, c'est que du coup c'est un mur de soutènement assez léger qui est tenu par les piliers en béton des fondations. Et en fait l'idée c'est un peu qu'il soit évolutif dans le temps. Si les habitants en voient la nécessité, etc., ils peuvent enlever les bambous, réescaver un peu de la terre et créer une salle sur la rue qui pourrait, dans une des idées que les habitants avaient eues, enfin des associations, c'était peut-être de créer un commerce lié avec au-dessus qui pourrait financer une partie des activités du dessus, etc. Donc voilà, c'est un mur de soutènement assez léger et donc évolutif dans le temps. Là, vous avez un autre exemple. Sur les angles, on a mis des sacs de terre aussi pour combler. Alors nous, on ne voulait pas du tout utiliser de béton dans cette construction, mais c'est un lieu qui accueille du public, donc on n'a pas eu trop le choix. On a été un peu obligé d'utiliser du béton pour les fondations. C'était ce qui est très prescrit. C'était à la fois ce qui était prescrit par les normes colombiennes. En même temps, il y avait les ouvriers aussi sur place qui étaient compétents. Et donc, ça a permis que les premières personnes à travailler sur le chantier, c'était aussi que des gens du quartier. Donc, pour notre intégration dans le quartier, ça a été quand même hyper important d'avoir justement ces ouvriers du coin. Et donc, on l'a fait en béton armé. Donc là, on a la petite image quand on commence à monter les piliers. Ensuite, il y a eu, donc voilà, là, la structure des fondations est finie. Ensuite, il y a eu le coulage de la dalle. Évidemment, comme un chantier est toujours mouvementé, il n'y avait pas d'eau ce jour-là. L'eau a été coupée dans le quartier ce jour-là, donc il a fallu faire des stocks de 2000 litres d'eau pour pouvoir faire la dalle. On avait loué une bétonneuse pour mélanger le béton toute la journée qui ne marchait pas. Donc il a fallu embaucher 7 jeunes du quartier qui ont mélangé toute la journée le béton pour faire la dalle. Autant vous dire que c'est un travail horrible. Voilà, ça a été tout un truc. Et donc finalement, ça a terminé beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Mais la dalle a réussi à être montée et à être finie. Ensuite, on a fait donc le mur de soutènement en gabion qui est du coup pas côté rue mais côté jardin. Le gabion, en fait, c'est des casiers en fil de fer galvanisés, donc qui sont pas oxydables, et on remplit de terre à l'intérieur. On a décidé de faire du gabion parce que quand on a excavé, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pierres dans la terre et on s'est dit c'est une bonne idée d'utiliser ça va pas nous coûter si cher, machin. Donc on a acheté les casiers et on a monté le truc. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il y avait un chantier de génie civil juste à côté qui creusait dans de la pierre et ils ne savaient pas quoi faire de toutes leurs pierres. Et donc, ils nous amenaient les pierres avec une mini machine et toutes les pierres qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils nous les ramenaient. Donc, en fait, on avait tout le temps plein de pierres pour mettre dans nos gabions. Et donc, ça, c'était assez cool. En tout, on a quand même déplacé, porté 44 tonnes de pierres à la main.
Parce que là-bas, on n'utilise pas il n'y avait pas beaucoup de machines. C'est très cher et très compliqué les machines. Donc on a porté 44 tonnes de pierre. Tout le monde nous a aidés, les enfants, les adultes. Tout le monde prenait la pierre en fonction de sa taille. Mais on avait même des petits de 3 ans qui venaient nous ramener des petits bouts de pierre et tout. Voilà. On a réussi à monter ce mur. Et on a fait du coup la structure en bambou, comme je vous disais, où le bambou, donc il a une propriété d'être parasismique. Donc on avait en fait, il y avait la base du bambou était liée à la dalle par une tige. En fait, il y avait une tige filetée et à la fin quand on a bien monté la structure, on a rempli de béton les 40 cm de bambou. Et donc du coup, il y a un assemblage entre la dalle et le bambou qui est une des techniques un peu parasismiques conseillé en Colombie sur ce qui est fait. Et donc voilà, on a le montage de la structure au fur et à mesure. Et après, l'assemblage entre les poteaux et les poutres, en fait, c'est 2 tiges filetées qui sont en crochet. Donc le poteau, il a une tige comme ça, et la poutre, on insère une tige, on tourne et elle s'accroche dedans. Et ensuite, on boulonne des 2 côtés. Et donc, il faut resserrer. Faut resserrer un peu, dans 2 ans, il faudra resserrer de nouveau la structure. Mais voilà, donc en fait, on n'utilise que des tiges filetées, et aucun clou, rien d'autre que ça. Voilà, là vous avez la structure primaire qui est à peu près faite. Ensuite, comme vous voyez ici, sur cette image-là, à chaque fois, on a un soubassement sur la dalle en béton et en briques pour qu'il n'y ait pas de problème quand on nettoie à grande eau, que ça pourrisse pas la structure en bambou et tout. Donc on a tout surélevé, même par rapport à la dalle, pas uniquement par rapport au sol, par rapport à la dalle pour que l'eau n'abîme pas la structure. Et donc il y a la structure primaire qu'on voit de ce côté-là avec la toiture, etc. Et après ici, il y a aussi un peu de structure secondaire pour soutenir plutôt les cloisons intérieures. On a fait une toiture en zinc avec à l'arrière ce design un peu sur le potager, avec les murs en gabion en dessous. Donc comme on voit... non, on ne voit pas encore. Comme vous allez... Non, je vais peut-être réappuyer. Non. Je vais vous montrer une autre photo. On a fait une toiture en zinc et les estérias, donc en fait c'est des bambous aplanis. On hache les bambous, enfin bref, c'est une technique, mais du coup ça finit par être des bambous aplanis. On les a mis en sous-couche des plaques de zinc pour qu'il y ait moins de bruit avec la pluie. En fait, ça adoucit le son contre la pluie. D'un point de vue esthétique, c'est beaucoup plus beau à l'intérieur aussi d'avoir ça. Et on a fait, comme vous pouvez voir un peu ici, il y a deux ouvertures qui laissent rentrer la lumière dans le bâtiment. Donc en fait, c'est un bâtiment qui est quand même très lumineux, à l'intérieur et ça donne un côté assez agréable au lieu. Et ensuite, on a rempli les murs en terre crue. On a fait une partie de la façade en bambou, les uns à côté des autres, et sinon toute une partie qui était en remplissage en terre crue. On a utilisé la technique du torchis pour faire ça. Donc le principe du torchis, c'est que en fait, on fait une structure un peu primaire qui tient ensuite la terre. Donc là, vous avez un peu les deux exemples qui existent. Là, c'est du tressage de bambou, et là, il y a un côté des estérias, et de l'autre, on a mis des bouts de bambou en diagonale pour ensuite remplir entre les deux de torchis. Le torchis, on avait une terre très argileuse, donc on a rajouté du sable pour le torchis, de la paille et ensuite de l'eau, et on a fait tout un mélange et on badigeonnait ensuite ces façades avec une fine structure en bambou de cette terre. Voilà, donc là, vous avez un peu l'exemple pendant un chantier participatif. Et les enfants, ils adoraient faire ça, mélanger la terre et ensuite venir coller le truc. Et donc là, on voit la technique du tressage où on a... ça, par exemple, c'est un bambou qui est structurel. Ça, c'est juste pour soutenir le tressage. Celui-là aussi, celui-là, il est structurel. Enfin, voilà, il y a un peu un double truc. Et en fait, le tressage, c'est hyper simple. C'est qu'il y a trois bambous horizontaux. Et ensuite, on coupe dans la longueur des quarts de bambou et on vient les tresser les uns d'un sens... Enfin, dans un sens puis dans l'autre, les uns les autres, comme on peut voir vraiment ce qu'il y a ici, là. Et en fait, c'est hyper solide.
on n'utilise aucune vis, aucun clou, rien du tout. Et c'est une rapidité d'exécution assez impressionnante. Donc pendant le projet, on a testé différentes structures pour soutenir la terre. Et finalement, celle-là, c'était la plus efficace et la plus rapide. Donc enfin, voilà, on a testé un petit peu. Et puis quand on a vu que celle-là, c'était la mieux, on a vraiment... on l'a fait totalement, quoi. Donc là, vous avez vraiment sur l'image, voilà, quand on commence à remplir les murs. Et ensuite, par-dessus ces murs en terre crue, pour pas que ça s'abîme dans le temps, il faut rajouter un enduit. Donc l'enduit, c'était issu de la même terre du site du coin. Et la vraie différence, c'est qu'il faut beaucoup plus tamiser à la fois le sable, la terre. Il faut que ce soit beaucoup plus fin, tout ce qu'il y a dedans, pour que ce soit moins grossier et que ce soit et que ça marche mieux. On a fait des tests, comme vous voyez là sur l'image à côté, pour savoir lequel tenait le mieux avec la terre, etc. Et finalement, voilà, le mélange qu'on a réussi à avoir, c'était celui d'un seau de terre pour 2 de sable, de la fibre végétale très fine, de l'eau. Ça, c'est pour les enduits intérieurs. Et pour les enduits extérieurs, on rajoute 3% de chaux pour que ça tienne mieux à la pluie derrière. Par-dessus l'enduit, c'est bien de mettre soit de l'huile de lin, soit du blanc d'œuf, a priori. Voilà, ça le fait tenir un peu plus dans le temps et c'est mieux. Et voilà, et là on a un peu... ici, ah non, vous ne voyez pas encore. Merde. Voilà, là on voit par exemple, ici c'est avant l'enduit. Ensuite ici c'est avec un enduit qui n'est pas encore bien humide. Et ici, on a l'enduit avec la couleur plus affinée. On voit un peu les fibres qu'il y a par-dessus, mais ça a une texture complètement différente. C'est beaucoup moins poussiéreux et tout ça. Et en fait, c'est assez dur de faire les enduits. C'est un travail beaucoup plus difficile. Enfin, il faut être beaucoup plus professionnel finalement que de remplir en terre, où ça, c'est assez facile. Tout le monde peut le faire, même les enfants, tout le monde. C'est assez facile même d'avoir un mur à peu près lisse. Par contre, les enduits, c'est un travail de maçon, quoi. C'est un vrai... Voilà. Et donc, du coup, sur le quartier, il y a des... dans le quartier, il y a des maçons qui sont venus avec un architecte colombien, mais qui a fait ses études en France sur la terre. Et donc, lui, les a formés à l'enduit terre dessus. Donc ça, c'était une manière de former aussi des gens sur le truc. Et ensuite, là, dans la troisième partie, je vais vous parler un peu des perspectives du projet et de ce qu'il en est actuellement. Donc la vie du lieu aujourd'hui, il y a eu, en fait, le lieu appartient à différentes associations du quartier qui sont dans un même réseau qui s'appelle la RED Arbol, et où ils travaillent ensemble sur pas mal de trucs. Et donc il y a eu il y a une convention entre toutes ces associations sur comment va vivre le lieu. Pour le moment, la salle communautaire vit bien. Donc là, c'est un peu... là, vous avez une petite réunion avec les représentants de différentes assos. On voit ceux qui sont... voilà, il y a différentes assos qui sont représentés. Ça, c'est un peu sur le fonctionnement du lieu. Et donc, du coup, dans la salle communautaire, pour le moment, il se passe déjà pas mal d'événements. Il y a, donc là, c'est des photos qu'ils nous ont envoyées récemment sur des soins du visage pour tout le monde. Ils ont fait des ateliers de yoga. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants liées à la danse, liées au sport et à l'art. Ils ont aussi déjà fait des grandes, ils appellent ça des hoya communautaires. Donc, c'est des grandes casseroles de nourriture et ils en distribuent au quartier. Donc, la salle de vie communautaire vit déjà très bien. Et la salle de consultation, elle, pour le coup, ils sont en partenariat avec l'université de Medellín pour faire venir des professionnels de santé. C'est pas encore tout à fait bien... Enfin voilà, ils sont en cours de faire venir des professionnels de santé, mais dans l'immédiat, il n'y en a pas encore. Je crois qu'ils veulent faire venir en priorité des psychologues, parce que c'est là où ils ont le plus de relations et tout, mais pour le moment, ils ne nous ont pas encore informé que c'était déjà ça. Mais récemment, ils ont quand même réussi à mettre des panneaux solaires parce qu'on est parti sans avoir mis l'électricité. Là, ils ont réussi à mettre des panneaux solaires, ils ont l'électricité sur le lieu, il y a l'eau courante, il y a un peu de tout. Et donc, le lieu continue de vivre avec... voilà, ça, c'est la Olla Comunitaria, donc il y a une personne qui nourrit, qui fait une énorme gamelle pour tout le monde. Donc le quartier, le bâtiment vit plutôt bien, même si pour le moment il n'y a pas de professionnels de santé, mais ça devrait arriver incessamment sous peu.
Et après, il y a eu pas mal de choses qui étaient assez intéressantes sur qu'est-ce que en fait, ça apporte, nous, en tant qu'Européens, de venir aider une population qui en a besoin et aussi qui vient avec la question de comment venir un peu d'une manière un peu décoloniale et essayer de ne pas imposer tous nos trucs. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un côté assez compliqué, c'est nous qui arrivons avec l'argent, concrètement c'était nous qui avions l'argent et tout, donc il y avait quand même... Enfin voilà, on a beau essayer de venir de manière complètement décoloniale, etc. C'est quand même nous qui avons l'argent, c'est quand même, enfin donc ça pose quand même des questions un peu là-dessus. Mais finalement, donc ça c'est un peu le côté où bon voilà ça pose question. Mais finalement, on a quand même réussi pas mal de choses via ce projet. C'est qu'en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'en Colombie, les constructions écologiques en bambou, en terre crue, c'est très mal vu parce que c'est plutôt des constructions que les pauvres font parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que souvent, c'est pas très... Enfin, ça dépend, mais en tout cas, dans ce quartier-là, les maisons qui sont construites comme ça, c'est plutôt des bicoques qui sont... Enfin, voilà, qui sont mal construites et tout, donc c'est assez mal vu. Et grâce au projet, grâce nous à la conception, en magnifiant un peu l'espace, en ayant une belle hauteur sous plafond, beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur, en fait, tous les gens qui venaient voir et rentraient dans le projet, c'était là, oh, wow, mais c'est super beau, mais on peut faire des trucs aussi beaux avec ce type de matériaux, mais c'est impressionnant, mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça, mais nanana. Et en fait, ça ouvrait leurs possibilités, et à la fin, il y avait des habitants qui nous disaient, non, mais en fait... on aimerait être le premier quartier de Médéine construit en bambou. En fait, on pourrait tous faire nos 2e, 3e étages en bambou. Comme ça, on aurait nos étages supérieurs qui sont en bambou. On aurait un quartier en bambou et ça ferait venir le tourisme. On pourrait développer le tourisme communautaire dans le quartier. Et parce que eux, en fait, les touristes, c'est aussi une manne financière énorme. Ils considèrent que ça va probablement améliorer leurs conditions de vie d'avoir des touristes qui viennent, etc. Et donc, du coup, pour eux, c'était un peu une... Enfin voilà, ça avait vachement valorisé leur point de vue de ces constructions en bambou. Là, par exemple, sur l'image, on a la photo d'une construction. C'est une école, en fait, dans le quartier, où le gars est un passionné de bambou et il a fait en fait cet étage supérieur qui est une cour de récréation couverte pour les enfants. Mais en fait, l'intérieur, j'ai pas mis de photo de l'intérieur, mais l'intérieur est super beau aussi. Et donc voilà, et donc dans tout ça, il voulait absolument créer le premier quartier en bambou de Médéine. Donc là, vous avez une autre image qu'ils nous ont envoyée depuis là-bas. L'autre truc qui est assez intéressant, l'échange finalement entre cultures, entre les Colombiens, nous. Par exemple, d'un point de vue alimentaire, à chaque fois, donc sur les chantiers, en fait, c'est Batipote qui cuisinait et qui nourrissait tous les gens qui étaient venus aider dans la journée ou qui travaillaient directement. Donc, d'un point de vue du culinaire, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges de saveurs, c'est ça, des crêpes en France, c'est super. Donc ça, c'était assez intéressant. La Colombie, c'est aussi un pays qui est, en tout cas, dans ce quartier-là, c'était assez défini. Quand on est un homme, on travaille, c'est nous qui ramenons l'argent. Et puis quand on est une femme, on est souvent une femme à la maison, on ne travaille pas forcément. Par contre, on fait vivre le quartier, on est dans les associations de quartier, mais on est là, on éduque surtout les enfants. Et pour eux, c'était assez impressionnant d'avoir des femmes qui étaient les gestionnaires du lieu et tout. Et ça a pas mal aussi fait changer quelques mentalités là-dessus. Et un des derniers points dont on s'est rendu compte plutôt, qu'on ne savait pas du tout au début, mais qu'on s'est rendu compte à la fin, c'est qu'en fait... c'est un quartier qui a été soumis à beaucoup de violence. Les histoires de chacun sont souvent très, très horribles, très compliquées. Et en fait, nous, on est arrivés sans avoir du tout leur histoire, leur vie, etc. Et nous, on était dans une question que tout le monde pouvait venir aider volontairement sur le projet. Et donc, en fait, on a sorti certaines personnes de situations complètement isolées, où ils ne savaient plus quoi faire. J'ai l'exemple d'un des volontaires qui était finalement tous les jours, un volontaire colombien qui était tous les jours là sur le chantier. Et au début, il bégayait, on comprenait rien à ce qu'il disait. Au fur et à mesure des mois, en fait, il a amélioré sa diction, il a recommencé à être avec des gens. Et d'ailleurs, il était hyper triste quand on est parti parce que pour lui, ça avait été tellement quelque chose qui l'avait rendu heureux qu'il était super triste qu'on parte. Je vous ai expliqué l'exemple du jeune qu'on a pris comme assistant où lui,
ça faisait longtemps qu'il était au chômage, sans emploi, qu'il galérait et tout. Et du coup, on l'a formé via ce projet. Il a été formé par les professionnels. Et en fait, on lui a fait une certification comme quoi il avait travaillé sur le projet. Et en un mois, il a retrouvé du travail. Il était hyper heureux. Regarde où je travaille maintenant, j'ai un travail, nanani, nanana. Et donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Un autre jeune qui faisait partie de la mafia, on ne savait pas trop au début, mais bon bref, qui faisait partie de la mafia. En fait, c'était un peu l'indique de la mafia en tant que bénévole. Lui, par exemple, il était là, mais il voulait apprendre l'anglais. C'est pour ça que la mafia l'avait envoyé sur le projet, parce que c'était le seul qui parlait anglais. Et en fait, la justification. Et en fait, lui, il nous a dit non, mais en fait, moi, en fait, à un moment, il était vachement dans le mal parce qu'on lui demandait, la mafia leur disait, mais où on peut leur taxer de l'argent. Et en fait, lui, il nous défendait finalement derrière. Il était là, mais en fait, non plus, ils n'ont pas d'argent. Même les volontaires qui gèrent tout, ils sont pas payés, machin chose. Et en fait, lui, il s'est retrouvé dans un entre-deux. Et à la fin, il était là, non, mais grâce à vous, maintenant, je veux complètement arrêter cette vie-là. Je veux devenir guide touristique. Je vais apprendre l'anglais et je vais être guide touristique et tout. Et en fait, voilà, il y a plein de petites choses qui arrivent et qui font qu'on se rend compte que c'est quand même hyper important parce qu'en fait, c'est des quartiers où ils sont pas dans le centre touristique de Medellín, quoi. Ils sont un peu excentrés et tout. Et donc, de venir avec d'autres visions, de pas connaître leurs histoires, enfin voilà, en fait, ça crée des choses hyper intéressantes. Et je pense que voilà, on a réussi le côté de... déjà, on a réussi à finir ce projet, parce que c'est pas toujours simple, il y a toujours plein d'histoires dans tous les sens. Je vous en ai résumé quelques-unes, mais il y en a forcément plein d'autres. Et on a plutôt réussi l'intégration dans le quartier, avec les assos, avec les habitants, avec tout ça. Le lieu continue à vivre, et donc on est plutôt content de ce qu'on a fait. Voilà. Ouais, juste après, il y a Arthur qui était aussi avec moi pendant le projet qui va peut-être s'il y a le temps, de vous montrer quelques images du film. Je vous propose donc moi j'ai rejoint Cécile en Colombie pour tourner un film, donc je vous propose de vous raconter cette histoire. Et ce que je vais faire, c'est que derrière, je vais laisser défiler des images qui sont issues de ce qu'on a tourné en Colombie. Comme ça déjà, si vous vous ennuyez sur ce que je raconte, vous pouvez regarder les images. Et en plus, je pense que ça va assez bien compléter ce que vous a dit Cécile, parce que du coup, c'est plein de petites... Enfin, c'est des images qu'on a filmées dans le quartier, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Cécile a construit ce projet en France, elle m'a proposé de venir filmer la construction de la maison de santé, la construction de la Casa para la Vida. Donc, elle m'a proposé de venir filmer avec elle en Colombie, de rejoindre le projet et de filmer. Et au même moment... donc moi, ça m'a évidemment hypé, j'ai trouvé ça hyper intéressant de venir documenter ce projet-là. Et au même moment, il y a une fille qui s'appelle Irénée, qui est espagnole, qui a envoyé un mail à l'association en disant voilà, moi j'aimerais bien faire un film j'aimerais bien faire un film sur le projet. Donc Cécile m'a mis en relation avec Irénée, un peu genre bon bah vous êtes deux à vouloir faire un film, parlez-vous quoi. Et donc j'ai rencontré Irénée qui habitait à Bruxelles par Skype. Et on a décidé de partir tous les deux ensemble pour faire un film là-bas sur la construction de l'hôpital. Et donc on est arrivé dans le quartier. Et assez rapidement, on s'est dit qu'on allait finalement faire deux films. Qu'on allait faire un film assez institutionnel pour Batipod, pour l'association, pour documenter ce projet-là. En comprenant aussi que ce film, il serait assez collégial parce que la temporalité de notre voyage, elle n'était pas la même que la temporalité du projet. Que ce film qui documentait le projet, bah, il fallait qu'il soit en grande partie écrit par les filles qui avaient construit le projet, qui avaient inventé le projet. Et qu'il y ait des images qui étaient prises avant, des images qui soient prises après. Il y avait quelqu'un dans le quartier qui était chaud pour continuer à filmer après qu'on soit parti. Et donc ça, c'est un premier film où on s'est dit, voilà, on va faire ce film-là, mais on va aussi essayer de faire un documentaire de création sur le quartier, sur la vie des gens. Et donc ça, c'est un processus super étrange de faire un film parce que... d'habitude, on part plutôt, surtout en documentaire, on part d'une idée de ce qu'on a envie de raconter, puis on vient écrire son film. Alors que là, nous, on s'est juste retrouvés dans un endroit où normalement on n'a pas trop accès. C'est effectivement des quartiers qui sont tenus par des mafias, c'est des quartiers où voilà, on entendait un peu parfois des coups de feu, où il y a... Bon, normalement, on va pas là-bas comme ça avec une caméra, mais le fait qu'on y soit en même temps que le projet, ça fait que la possibilité de rencontrer les gens était complètement différente. Et ça nous a poussé à nous dire, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un film sur le quartier et sur les gens
Donc ça, évidemment, on s'est tout de suite demandé comment on allait faire pour que voilà, ce soit pas un film fait par des Européens sur une... Enfin, qui soit notre vision d'Européens de ce quartier, d'essayer de pas être dans une démarche coloniale bizarre, quoi. Donc on en a beaucoup parlé aux gens, et en fait, les gens ont été hyper hypés par ce projet, c'est-à-dire que on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, mais c'est vraiment bien si on peut raconter notre histoire et que vous pouvez, et que ensuite c'est entendu en Europe, et donc ils aimaient beaucoup l'idée que leur histoire un peu hyper commune en Colombie, elle puisse être entendue dans d'autres pays, elle puisse être entendue ailleurs. Il y a une autre chose qui a fait que cette idée de film, ça les a beaucoup chauffés, c'est que en fait les quartiers qui sont sur les hauteurs de Medellín, les quartiers informels, qui sont donc des quartiers où les gens n'ont pas de titre de propriété, où l'État n'amène pas la santé, l'électricité, enfin tous les services de base. Donc les gens se font de l'autogestion, ils construisent eux-mêmes, les écoles ils les construisent eux-mêmes, les transports ils se sont organisés eux-mêmes pour les avoir, l'eau et l'électricité c'est aussi eux qui le gèrent. Donc bref, tous ces quartiers qui se trouvent au-dessus de Medellín, ils ont un peu l'exemple de la Comuna 13, qui est un quartier qui était anciennement un quartier très dangereux de Medellín et qui est devenu hyper touristique aujourd'hui. Aussi parce que je pense que les touristes européens et américains, ils aiment bien l'idée d'aller dans un ancien cartel de Medellín. Enfin, du coup, le quartier de la Comuna 13, c'est une attraction touristique et ça peut être hyper intéressant d'y aller. Il y a aussi des gens qui vont pour le côté un peu... voilà, parce que c'était un ancien endroit dangereux. Mais dans tous les cas, Bello Oriente, donc ce quartier-là, ils ont l'exemple de la Comuna 13 et ils se disent que effectivement, c'est une super source de richesse de réussir à construire ce quartier comme un lieu où les touristes peuvent venir, où il peut avoir des restaurants, où il peut avoir... ils avaient envie de faire un hébergement un peu type, ils appellent ça glamping, mélange de camping et de glamour. Donc c'est comme ça qu'ils définissent genre des petites maisons un peu où les gens pourraient venir. Donc le fait qu'il y ait un film sur ce quartier, ça les a aussi... Enfin, ils ont tout de suite relié ça avec l'idée de faire parler du quartier et d'en faire un lieu touristique. Et donc, comment on a procédé? Parce qu'en fait, on était là, on avait envie de raconter plein d'histoires, tous mélangés, parce qu'en fait, les gens qu'on rencontrait, ça allait devenir des personnages. Notre vie au sein de la petite communauté qui s'est créée du fait du projet de Batipod, voilà, elle était mélangée avec la construction du film. Donc tout ça était très très mélangé, alors que normalement, quand on fait un film, on essaye d'abord de l'écrire, puis de réfléchir à comment on va procéder. Enfin là, tout ça était vraiment complètement désorganisé. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré nos personnages au fur et à mesure. Souvent, c'est plus venu des gens, c'est-à-dire que les gens qui avaient envie de participer au projet, bah, ils en entendaient parler, et du coup, ils venaient nous voir, ils nous parlaient de ce qu'ils faisaient, ils essayaient de... Enfin voilà, ils nous disaient qu'ils avaient envie de participer et de devenir des personnages du film. Donc on a commencé à filmer comme ça les petites histoires des gens. Alors parfois, c'était des gens qui juste faisaient quelque chose qui était en lien avec le quartier et qui nous le racontaient. Parfois, c'est des gens qui avaient envie de raconter leurs histoires. Parfois, c'est plutôt des gens qui avaient envie de nous transmettre des émotions d'une manière ou d'une autre. Lui, par exemple, qu'on voit, bah, il avait envie de faire du roller. Et c'était un peu fou parce que c'est de la terre partout. Donc, il nous dit, moi, j'aimerais bien faire du roller. Et donc, je lui dis, mais tu fais où du roller? Il dit, ouais, mais je l'en fais en fait sur le petit stade au milieu. Donc, on a une scène comme ça où lui, il fait un mélange de danse et de roller au milieu du quartier. Mais donc, on a commencé à avoir plein de personnages, plein de petites histoires. Mais ça fait pas vraiment un film. Ça fait plutôt un patchwork de plein de petites scénettes qui peuvent être intéressantes, mais qui sont pas très sont pas très adaptées à un film parce que quand on regarde un film, on a besoin d'une narration, on a besoin qu'on nous raconte une histoire, on a besoin qu'il y ait une évolution. Donc assez vite avec Irénée, on s'est rendu compte que en fait, on avait plein de petites choses, mais qu'il fallait quand même qu'il y ait un espèce de fil conducteur à tout ça. Et en fait, ce fil conducteur, il est venu assez naturellement. C'est un personnage qui s'appelle Arnulfo, qui était en fait déjà, c'était plus ou moins la personne qui nous hébergeait, c'est-à-dire que l'association Batipod, elle était logée par une association qui s'appelle Théophania et qui est gérée par ce mec-là. Et lui, il avait un espèce... Donc c'était déjà le contact de Batipod pour ce projet-là. Et lui, il avait un rôle hyper étrange dans le quartier où c'était à la fois un peu un leader communautaire, mais un mec très spirituel. Il avait un rôle presque politique, parce qu'en fait, son taf, c'était un peu de... Son travail informel, c'était de mettre les gens en relation, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'un tel a un problème avec sa maison,
mais que lui, peut-être qu'il a des pierres qui vont pouvoir l'aider à reconstruire sa maison. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui améliorait le quartier en mettant les gens en relation. Et en même temps, il avait un côté spirituel un peu étrange. L'histoire que je raconte souvent avec lui, c'est qu'on a monté une espèce de petite montagne avec lui parce qu'on voulait le filmer en haut. Et il nous a montré un endroit à un moment en nous disant, voilà, je suis resté 3 jours ici en boule pour vivre l'expérience d'être une graine. C'est un monsieur qui aimait bien faire des câlins aux arbres pour se ressourcer. Et en même temps, il avait ce rôle un peu politique, donc vraiment un personnage particulier. C'est quelqu'un qui est très philosophe, c'est-à-dire que parfois, je sais pas, on va dire, mais il est à qui ce téléphone en prenant un téléphone sur la table, il va dire, bah, il est à moi ou à toi. C'est quoi pour toi, Arthur, la propriété individuelle? Il avait un truc comme ça, vraiment, à toujours poser des questions. Il avait un truc à poser des questions, donc il faisait toujours plein de petits jeux de mots. C'est un mec qui chantait beaucoup, et les gens dans le quartier chantaient beaucoup sa chanson, et sa chanson, elle s'appelle Soy Particular. Et en fait, il le dit d'une manière où, en espagnol, ça peut être soy particular ou soy para articular. Et du coup, ça peut vouloir dire je suis particulier ou bien je suis pour articuler. Et donc voilà, c'était un peu ce personnage-là. Et donc on s'est rendu compte que lui, il connaissait un peu tout le monde, donc ça marchait assez bien dans le film de l'avoir comme un lien qui nous emmène vers les habitants, quelqu'un qui nous aide à partir à la rencontre des différents personnages. Et donc là, l'histoire, donc pour l'instant, le film est pas fini, il est encore en montage. Aussi parce qu'on cherche une production pour avoir des financements pour lui donner une jolie post-prod. Mais du coup, la résolution un petit peu narrative, c'est que donc ce personnage de Arnulfo, là, que je voulais même pas présenter, c'est le barbu qu'on voit à plusieurs reprises. Ce qui était très étrange, c'est que c'est quelqu'un de très ouvert, mais qui se livrait jamais vraiment sur lui-même. Et donc nous, pendant tous les entretiens qu'on a fait avec lui, on a toujours essayé de le pousser à nous raconter son histoire, qu'il nous a jamais vraiment raconté. Mais du coup, dans le film, l'évolution, elle est ce mec un peu mystique qui, de plus en plus, va nous raconter un petit peu des trucs sur son enfance, qui va essayer de se livrer de plus en plus, qui va aller un peu plus dans l'émotion. On a une scène un peu forte où il prend du râpé, donc c'est une espèce de drogue pas forte en Colombie. Et donc, voilà, il se met à pleurer, à nous raconter un souvenir d'enfance, et donc c'est comme ça qu'on a essayé de créer la narration. À la fois avec ce personnage, il y a une autre chose aussi qui nous a aidé à essayer de créer une histoire, c'est un peu... En fait, le film est un peu structuré où on a une première partie qui est très deep, c'est-à-dire beaucoup d'histoires qui sont très dures, des gens qui parlent de leur passé, ouais. Des gens qui parlent de leur passé, beaucoup d'histoires très dures. Et en fait, dans la seconde partie du film, on va retrouver les personnages et on va comprendre comment ils se servent de ce passé très difficile pour avoir tout un tas d'initiatives hyper positives dans le quartier. Donc des gens qui ont eu des histoires très dures et qui s'en servent vraiment comme moteur pour construire une société autogérée ensemble. Et du coup, je vais finir là-dessus. Je crois que ce film, c'est un peu un film sur la résilience qui pose la question de comment, sur un passé très très compliqué, on essaye de construire un futur.